Urgent, une nouvelle ère pour la défense de l'Ukraine. Le Kremlin perd non seulement sur le front, mais aussi dans les airs. Une ère de défense anti-aérienne qui fait trembler Moscou. Zelensky a annoncé des accords éclairs avec les Alliés et cela ressemble déjà à un tournant dans la guerre pour le ciel ukrainien. Renforcement de la défense anti-aérienne et protection ultra-puissante du ciel. L'effondrement aérien de la Russie est proche et ce n'est que le début. Le drone intercepteur Zirka fait échouer tous les plans du Kremlin. Rapide, peu coûteux et autonome. Cette arme est déjà en approche. Et le plus retentissant, l'Ukraine recevra les Gripen E, des chasseurs modernes qui élèvent les forces aériennes à un nouveau niveau. Et le système russe de supériorité aérienne craque de toutes parts. Je vous parlerai dans un instant de tous les détails de la méga-arme ukrainienne. Bonjour éditeur de Ukraine aujourd'hui, Solomia Dolik avec vous pour les dernières actualités. Une nouvelle ère pour la défense de l'Ukraine. Zelensky a annoncé un renforcement significatif de la défense anti-aérienne et des accords décisifs avec les partenaires. Des décisions sont déjà sur la table qui changent tout. Selon le chef de l'État, le vice-chef du bureau du président Pavlo Paliza a fait un rapport sur l'avancement des négociations avec les Alliés concernant la mise en œuvre de certains accords dans le domaine de la défense anti-aérienne. Il y a des choses que nous pouvons faire en plus dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et les pays européens. Il est important que les diplomates ukrainiens assurent à 100% la communication nécessaire entre les militaires des États concernés. Bien que les détails concrets ne soient pas encore divulgués, la déclaration elle-même témoigne d'un travail actif sur de nouvelles solutions de défense. Il ne s'agit pas seulement de la fourniture de systèmes supplémentaires de défense anti-aérienne, mais aussi de l'approfondissement de la coopération entre l'Ukraine, les États-Unis et les partenaires européens. Dans le contexte des attaques aériennes russes quotidiennes, le renforcement de la défense anti-aérienne demeure l'une des principales priorités des autorités ukrainiennes. C'est pourquoi tout nouvel accord avec les Alliés peut constituer une étape importante vers une protection encore plus fiable des villes ukrainiennes, des infrastructures critiques et de la population civile. Pendant ce temps, l'Ukraine continue d'impressionner par ses technologies. Le drone intercepteur Zirka est déjà dans le ciel pour détruire les Shahed. L'Ukraine n'attend pas, elle développe rapidement ses propres technologies de défense anti-aérienne. D'après les caractéristiques publiées, le drone atteint une vitesse allant jusqu'à 340 km/h, peut opérer à une altitude allant jusqu'à 6 km et rester en vol jusqu'à 20 minutes. Une attention particulière est portée à son coût, inférieur à 2 000 $, ce qui rend le système relativement accessible pour une utilisation massive dans la lutte contre les drones Shahed ennemis. La principale caractéristique de la Zirka est sa capacité déclarée à détecter et à détruire automatiquement des cibles aériennes, ce qui permet potentiellement de réduire considérablement le temps de réaction et d'augmenter l'efficacité de l'interception des drones ennemis. Parallèlement, la Grande-Bretagne porte un coup puissant au plan du Kremlin. Londres a annoncé un nouveau paquet d'aide de plusieurs millions à l'Ukraine, d'un montant de 290 millions de livres sterling. Cela représente environ 336 millions d'euros. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé les accords conclus après une rencontre à Kiev avec Jonathan Powell, conseiller du Premier ministre britannique pour la sécurité nationale. Au total, depuis le début de l'invasion à grande échelle, Londres a déjà fourni à l'Ukraine une aide de près de 22 milliards de livres sterling, soit environ 25 milliards d'euros. Lors des négociations, les parties ont discuté non seulement du nouveau paquet de soutien, mais aussi de la situation sur le front, des frappes ukrainiennes sur le territoire russe, qui entraînent une pénurie de carburant et influencent l'état d'esprit au sein de la société russe. Une attention particulière a été accordée à la préparation du prochain sommet de l'OTAN, ainsi qu'aux prochaines démarches diplomatiques en vue d'atteindre une paix juste. Le président de l'Ukraine a souligné que les partenaires internationaux apprécient hautement les résultats des actions des forces de défense ukrainiennes. Il est important que les partenaires soulignent les succès de l'Ukraine sur le front, ainsi que les résultats de nos frappes à moyenne et longue portée. Le nouveau paquet d'aide britannique démontre une fois de plus que le soutien de Londres à l'Ukraine reste systématique et que la coopération entre nos pays continue d'évoluer tant sur le plan militaire que diplomatique. Mais ce n'est qu'un début, et la suite sera encore plus puissante. Un accord historique. Kyiv achète 16 chasseurs multirôles suédois Gripen E qui doivent renforcer considérablement les forces aériennes et la défense du ciel ukrainien.
Selon le plan, l'Ukraine commencera à recevoir les chasseurs au début de l'année 2029, ce qui ouvre une perspective à long terme de modernisation de l'aviation et de transition vers des plateformes occidentales modernes. Outre la livraison des avions eux-mêmes, l'accord prévoit un accompagnement complet, la maintenance technique, la fourniture d'équipements, ainsi que la formation des pilotes ukrainiens et du personnel technique, qui suivent déjà la formation appropriée. Le financement de l'accord est assuré par un crédit européen avec le soutien du Royaume-Uni, l'un des partenaires stratégiques clés de l'Ukraine. Ce que le Kremlin considérait encore hier comme un scénario lointain prend aujourd'hui rapidement une forme concrète. L'Occident lance de nouveaux programmes de production d'armes puissantes à longue portée pour l'Ukraine et cela pourrait radicalement changer l'équilibre des forces et bouleverser le cours de la guerre. À Moscou, il devient de plus en plus difficile de dissimuler la tension. Chaque nouveau signal venant de l'Occident résonne comme un avertissement d'escalade qu'il n'est plus possible d'ignorer. L'époque où les règles étaient dictées uniquement par le Kremlin semble toucher à sa fin. Et maintenant, la question principale est jusqu'où ira cette nouvelle phase de confrontation? Tous les détails dans notre reportage. Ce que le Kremlin redoutait ces dernières années pourrait bien devenir réalité. Non seulement l'Occident ne réduit pas son soutien militaire à l'Ukraine, mais il commence aussi à lancer la production d'une nouvelle génération de missiles longue portée. Et si les plans des entreprises de défense sont réalisés, le nombre pourrait atteindre des centaines, voire des milliers d'armes de précision pour l'armée ukrainienne. La première alerte sérieuse pour Moscou est venue d'une nouvelle en provenance des Pays-Bas. Là-bas, ils ont annoncé le financement de la production de 700 missiles de croisière longue portés par la société Destiny, spécialement pour l'Ukraine. Et ce n'est qu'un seul programme. Parallèlement, des informations continuent de circuler concernant l'utilisation par l'Ukraine de nouveaux missiles longue portée ERUM, dont la portée déclarée dépasse 930 km. Le plus intéressant n'est même pas cela. Selon certaines estimations, il pourrait s'agir à l'avenir de livraisons non plus en lots isolés, mais à une échelle qui se comptera en milliers. Pour le commandement militaire russe, une telle perspective ressemble presque à un cauchemar stratégique. Car si auparavant il était possible d'essayer de cacher les dépôts, les états-majors et les usines militaires quelque part loin à l'arrière, désormais, c'est tout le concept de profondeur sécurisée qui commence à s'effondrer. De Belgorod à l'Oural, des aérodromes militaires aux entreprises de l'industrie de défense, tout cela entre progressivement dans la zone de risque potentiel. Mais la véritable intrigue se déroule au Royaume-Uni. Le géant de la défense MBDA a annoncé la réussite des essais du nouveau missile drone Crossbow. Et ici, ce qui est particulièrement douloureux pour le Kremlin, ce n'est même pas la portée de 800 km ni la charge de combat de 300 kg. La rapidité du développement est impressionnante. Il ne s'est écoulé que 9 mois entre l'apparition de l'idée et la création du prototype prêt à l'emploi. En fait, les Britanniques ont démontré qu'il est désormais possible de créer des armes de haute précision modernes plus rapidement que les fonctionnaires russes n'ont le temps de rédiger un nouveau rapport sur l'absence d'analogue. Et le Crossbow n'est qu'une partie d'une histoire bien plus vaste. Dans le cadre du projet britannique Breakstop, plusieurs autres systèmes à longue portée sont développés en parallèle. Par exemple, le Tiger Shark est capable de frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 1000 km, tout en transportant une ogive de 300 kg. Et son coût s'élève à un peu plus d'un demi-million de dollars, ce qui, selon les standards militaires actuels, apparaît presque comme une option économique. Encore plus intéressante est la Skylance, avec une portée annoncée allant jusqu'à 1200 km. Un détail particulier ajoute une touche de piquant à la situation. Tous ces systèmes sont conçus selon le principe ITAR-free. En termes simples, sans composants américains qui pourraient limiter le transfert d'armes à des pays tiers. Autrement dit, les Britanniques ont délibérément conçu ces missiles de manière à pouvoir les transférer rapidement et sans bureaucratie excessive à l'Ukraine à l'avenir. C'est un signal très désagréable pour le Kremlin. Les leviers politiques pour bloquer de telles livraisons deviennent de plus en plus rares. Ce qui paraît le plus symbolique, c'est la façon dont l'approche de l'Occident a elle-même changé. Si, au début de la guerre à grande échelle, les Alliés se disputaient même sur la livraison de certains systèmes d'artillerie, aujourd'hui il est de plus en plus question de production conjointe, de programmes de financement pluriannuels et de la création de gammes complètes d'armements à longue portée spécialement adaptés aux besoins de l'Ukraine. En réalité, un nouvel écosystème de défense est en train de se former, dans lequel l'Ukraine n'est plus simplement un bénéficiaire de l'aide, mais devient l'un des centres clés de la future sécurité européenne. Il est ironique que Poutine ait commencé cette guerre sous le slogan de la démilitarisation de l'Ukraine. Quelques années ont passé et aujourd'hui, l'Ukraine a accès à des technologies dont elle ne pouvait que rêver auparavant. L'Occident lance de nouvelles lignes de production et finance des centaines, voire des milliers de systèmes à longue portée.
Si ces programmes sont réalisés ne serait-ce qu'en partie, alors pour de nombreux sites russes, les prochaines années pourraient s'avérer bien moins paisibles que ce à quoi le Kremlin était habitué. Pour les Russes, les alertes nocturnes deviennent une partie aussi habituelle de la vie que le café du matin. À peine Moscou avait-elle eu le temps de se remettre des attaques précédentes que le ciel au-dessus de la Russie et des territoires occupés s'est à nouveau rempli des sons d'explosions et de sirènes. Tout semblait particulièrement symbolique dans la capitale russe elle-même. Alors que les responsables faisaient état de nouvelles interceptions réussies au-dessus de la région de Moscou, des drones passaient les uns après les autres. Le maire Sergueï Sobyanin, pratiquement en temps réel tout au long de la nuit, comptait les nouvelles cibles qui s'approchèrent de la ville. Selon lui, près de 60 drones auraient été abattus aux abords de Moscou. L'ironie, c'est que plus il y a de telles annonces, plus il devient difficile pour les Russes de croire au compte sur la sécurité absolue de la capitale. De puissantes explosions ont également retenti à Bryansk. Putain, c'est pas vrai! Ça alors! Selon les ressources locales, l'infrastructure ferroviaire a été touchée, l'une des principales artères assurant la logistique militaire russe. Pour le Kremlin, c'est un sujet particulièrement sensible, car alors que les généraux rêvent de nouvelles offensives, de plus en plus d'infrastructures à l'arrière doivent penser non pas au transport de marchandises, mais à leur propre survie. La situation était tout aussi brûlante en Crimée occupée. Là-bas, des explosions ont retenti dans plusieurs districts de la péninsule en même temps. Une attention particulière a été portée à la centrale thermique de Tavria, près de Simferopol, l'un des principaux sites énergétiques que la Russie avait autrefois construit comme symbole de l'intégration définitive de la Crimée occupée dans son propre système. Désormais, ce symbole se retrouve de plus en plus souvent dans l'actualité en raison de dommages, d'incendies et des conséquences des attaques. Après les frappes précédentes, on y avait déjà constaté des structures calcinées, des brèches et des destructions importantes. Les événements se sont développés de manière encore plus intéressante à Armyansk. Selon les premières informations, la frappe a touché le bâtiment du service des frontières du FSB près de la gare ferroviaire. Après l'explosion, un incendie s'est déclaré et des témoins ont signalé de nouvelles détonations. Lorsque des installations des forces de l'ordre commencent à exploser, même les partisans les plus convaincus des émissions télévisées du Kremlin se mettent soudain à poser des questions très embarrassantes sur l'efficacité de tout le système de défense. Des informations sur des explosions sont également parvenues de Donetsk et de Berdyansk. Dans cette dernière ville, une attention particulière a été portée au quartier de la gare ferroviaire où un incendie s'est déclaré après l'attaque. Et cela démontre une fois de plus une tendance simple. La géographie des frappes ne cesse de s'élargir et la liste des sites que les autorités russes considéraient comme relativement sûrs se réduit rapidement. Les statistiques finales du ministère russe de la Défense sont particulièrement révélatrices. Ils ont déclaré avoir soi-disant abattu 301 drones ukrainiens en une seule nuit. Et ici, un paradoxe assez gênant apparaît. Si la menace est vraiment d'une telle ampleur qu'il faut rendre compte de centaines de cibles au-dessus de dizaines de régions, alors la Russie elle-même reconnaît en fait que la guerre aérienne a depuis longtemps largement dépassé les limites du front. Et tandis que les responsables du Kremlin continuent d'affirmer qu'ils contrôlent la situation, les régions russes se réveillent de plus en plus souvent non pas au son du réveil, mais à celui des explosions. Et il semble que pour de nombreux habitants de la Russie, cela devienne une nouvelle réalité, très désagréable. Les dernières décisions des partenaires ont été pour Moscou une véritable douche froide. Au lieu de la lassitude, ce sont de nouveaux milliards de dollars d'aide. Au lieu de la division, une coordination encore plus étroite. Et au lieu de l'isolement de l'Ukraine, une intégration toujours plus profonde avec le monde occidental. Il semble qu'alors qu'au Kremlin on rêvait de remonter le temps, c'est le temps lui-même qui a commencé à jouer contre eux. Nous allons maintenant vous expliquer ce qui a précisément choqué Moscou après le nouveau sommet de Ramstein et pourquoi, en Europe, on parle de plus en plus de l'Ukraine comme d'un des facteurs clés de la sécurité du continent. Le Kremlin s'attendait à ce que l'Occident se lasse de l'Ukraine, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ramstein a choqué tout le monde. Alors que la propagande russe raconte depuis des années des histoires sur la division de l'OTAN, la lassitude de l'Europe et l'inévitable arrêt de l'aide, les alliés de l'Ukraine viennent tout juste de mettre sur la table 4 milliards de dollars supplémentaires de soutien militaire. Et ce qui dérange le plus Moscou, c'est que l'argent est justement destiné au domaine qui ces derniers temps pose le plus de problèmes à l'armée russe. Le coup le plus dur porté au rêve du Kremlin concerne le ciel.
Près d'1 milliard de dollars sera alloué au programme Pearl, qui fournit à l'Ukraine des missiles pour les systèmes Patriot. Les plus grandes contributions proviennent de l'Allemagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède. Mais ce n'est pas tout. En outre, Berlin alloue séparément 200 millions de dollars supplémentaires via le mécanisme Jumpstart pour l'achat à long terme de missiles Patriot. Autrement dit, les partenaires pensent déjà non seulement aux attaques d'aujourd'hui, mais aussi aux années à venir pour la défense du ciel ukrainien. Pour le Kremlin, cela signifie une perspective très désagréable, devoir dépenser de plus en plus de missiles pour des frappes qui se soldent de plus en plus souvent par un échec. Le paquet destiné à l'artillerie à longue portée est tout aussi révélateur. Environ 540 millions de dollars seront consacrés à l'achat de munitions à longue portée. Ici, la Norvège, le Danemark, l'Espagne, la Lituanie et le Luxembourg jouent un rôle clé. Et cela constitue déjà un coup direct porté à la logistique russe, aux dépôts et aux postes de commandement, qui se sentent de plus en plus menacés, même loin de la ligne de front. Mais la véritable vedette du nouveau Ramstein, ce sont à nouveau les drones ukrainiens. Les partenaires allouent plus d'1 milliard de dollars au système sans pilote. Le Royaume-Uni financera l'achat de 150 000 drones ukrainiens d'un seul coup. Les Pays-Bas investissent dans des drones missiles de croisière pour les forces de défense. La Norvège soutient l'achat de drones maritimes, qui ont déjà transformé la mer Noire en une zone d'alerte permanente pour la flotte russe. En fait, le monde investit de plus en plus précisément dans l'armement qui est aujourd'hui devenu le principal symbole de la supériorité technologique ukrainienne. Et c'est sans doute le signal le plus important. Si, au début de la guerre, l'Ukraine demandait de l'aide à ses partenaires, aujourd'hui, ces derniers investissent de plus en plus activement dans les innovations ukrainiennes. De plus, l'Ukraine et l'Allemagne se sont déjà mises d'accord sur le développement d'un programme antibalistique et la production conjointe de missiles intercepteurs modernes. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de la fourniture d'armes, mais de la création d'une industrie de défense commune pour l'avenir. Il en résulte une situation assez ironique. Poutine a lancé cette guerre pour affaiblir l'Ukraine et l'éloigner de l'Occident. Au contraire, l'Ukraine reçoit de nouveaux milliards, de nouvelles usines, de nouvelles technologies et une intégration toujours plus profonde avec les États les plus puissants du monde. Et plus le Kremlin tente d'épuiser l'Ukraine, plus de ressources, d'argent et d'opportunités finissent par jouer en sa faveur. Il semble que le temps sur lequel Moscou comptait tant joue de plus en plus pour une toute autre équipe. Et il semble qu'à Bruxelles, on ait enfin compris l'essentiel. L'Ukraine non seulement a tenu bon, mais elle est devenue l'une des forces militaires les plus puissantes d'Europe. Après une réunion d'une durée record avec la participation de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a tiré une conclusion qui, il y a encore quelques années, aurait semblé fantastique à beaucoup. Selon lui, aujourd'hui, les partenaires ne débattent plus de la capacité de l'Ukraine à l'emporter. Ils partent du principe que l'Ukraine est un élément clé de la sécurité de tout le continent. C'est la réunion la plus longue avec la participation de l'Ukraine de toute notre histoire, et elle est vraiment très importante. Les principales conclusions de tous les partenaires, l'Ukraine est forte. Tout le monde le reconnaît absolument. Il est particulièrement révélateur que pratiquement toutes les décisions du dernier format Ramstein coïncident avec les priorités ukrainiennes. Défense anti-aérienne, missiles Patriot, armement à longue portée, drones, financement de l'armée et développement de la production de défense nationale. On a l'impression que l'Occident ne se contente plus simplement d'aider l'Ukraine, mais qu'il réorganise progressivement sa politique de défense autour de l'expérience de la guerre ukrainienne. Et c'est déjà un tout autre niveau de partenariat. De tels signaux sont tout aussi douloureux pour le Kremlin. Alors que la propagande russe tentait depuis des années de convaincre le monde que l'Ukraine allait bientôt s'épuiser, l'Europe parle de nouveaux programmes de production de missiles, de projets de défense communs et d'un financement à long terme de la défense ukrainienne. De plus, Zelensky a souligné explicitement que les partenaires comprennent de mieux en mieux les véritables intentions du Kremlin. Poutine veut que tout brûle chez nous, et c'est un fou. Les partenaires le ressentent. L'Ukraine est prête à négocier avec lui malgré cela. Le président a également attiré l'attention sur un autre problème, dont Moscou préférerait ne pas parler. Selon lui, Poutine craint non seulement la défaite, mais aussi les conséquences de la fin de la guerre pour lui-même. En effet, des centaines de milliers de personnes qui ont connu le front finiront tôt ou tard par rentrer chez elles. Et pour le système du Kremlin, cela pourrait représenter une menace tout aussi grande que n'importe quelle sanction ou échec militaire. Sans aucun doute, Poutine craint le retour de son armée à la maison. C'est pourquoi il redoute tant la fin de la guerre sans victoire. Il n'y aura pas de victoire. Mais la plus marquante fut celle de Zelensky, ce qui explique beaucoup la réaction des partenaires occidentaux. Aujourd'hui, l'Ukraine est de facto la deuxième armée de l'OTAN, qui n'est pas inférieure à la deuxième armée du monde. Il y a encore quelques années, le Kremlin rêvait d'empêcher le rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident.
Aujourd'hui, l'Ukraine reçoit des milliards de dollars d'aide, avance vers l'adhésion à l'UE et s'intègre de plus en plus solidement dans le système de sécurité européen. C'est assez ironique. Plus Poutine essaie de ramener l'Ukraine dans l'orbite de l'ancien empire, plus rapidement elle devient une partie intégrante du nouvel avenir européen. Et il semble que ce soit aujourd'hui l'un des plus grands échecs stratégiques du Kremlin. Et vous, comment percevez-vous de tels événements? Écrivez votre avis dans les commentaires, mettez un like sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. La suite arrive et on se retrouve dans le prochain reportage.